L'armée de l'air ukrainienne vient de réaliser un exploit incroyable. Depuis des années, la Russie teste les défenses de l'Ukraine en lançant constamment des attaques de drones et de missiles. Cependant, l'Ukraine a cette fois-ci mis au point une nouvelle tactique qui a pris tout le monde par surprise. Certains ont qualifié les avions de chasse français Mirage 2000 d'obsolètes, mais ils viennent de démontrer leur valeur de la manière la plus spectaculaire qui soit. Ils ont surmonté en une seule nuit l'une des plus grandes salves de missiles russes en plus d'un an. Comment ces avions datant de plusieurs décennies ont-ils réussi à accomplir ce que même les technologies de pointe trouvent difficile? Et comment cela affectera-t-il la guerre aérienne en Ukraine à l'avenir? Analysons la situation. Les Mirages ont été récemment mis en service pour la défense antiaérienne, notamment contre les menaces de drones et de missiles à longue portée russes. Selon une source, les pilotes ukrainiens qui ont passé des mois à apprendre à piloter l'avion en France ont clairement retenu la leçon. Le président Volodymyr Zelensky a félicité les pilotes et la France pour la fourniture de l'avion qui a joué un rôle crucial dans l'élimination des missiles de croisière. Cependant, qu'est-ce qui a contribué au succès de ces avions? Comment se compare-t-il aux avions modernes que la Russie utilise ou que l'Ukraine a déjà déployés? Et que présage l'utilisation d'avions comme ceux-ci pour l'avenir de la guerre? Restez connectés pour le découvrir. Examinons d'abord les détails de l'attaque et les raisons pour lesquelles les avions ont été jugés si cruciaux qu'ils ont dû être spécifiquement mentionnés comme un élément clé des défenses de l'Ukraine. La Russie a poursuivi sa série de frappes à longue portée fréquentes et potentiellement catastrophiques aux premières heures du 7 mars. Selon les récits de l'attaque sur le champ de bataille, la Russie a utilisé plus de 194 drones à longue portée et jusqu'à 67 types de missiles différents pour mener à bien l'attaque. Compte tenu de l'énorme volume de munitions à longue portée utilisées, ces chiffres la classent parmi les plus importantes frappes des 12 derniers mois. Les Patriots, les systèmes de drones ukrainiens, la guerre électronique et les batteries anti-aériennes conventionnelles faisaient partie des systèmes de défense anti-aérienne que l'Ukraine a mis en action au sol. Cependant, l'action principale semblait se dérouler dans les airs lorsque l'Ukraine a fait appel à sa nouvelle flotte d'avions d'assaut, Mirage 2000, donnée par la France qui était arrivée moins d'un mois auparavant. Afin de jouer un rôle de soutien crucial, l'Ukraine a également envoyé plusieurs de ses F-16. D'importants complexes militaires et civils visés par les frappes ont été localisés, interceptés et tout danger majeur a été éliminé par les avions. Les avions ont été efficaces pour intercepter les missiles de croisière qui auraient pu causer des dommages importants s'ils avaient pu atteindre leurs objectifs, a écrit Zelensky sur les réseaux sociaux peu après que l'attaque ait semblé avoir été repoussée. Qu'ont-ils fait alors? En réalité, un avion ne peut être utile que de quelque manière face à un missile de croisière à grande vitesse. La capacité des avions de chasse à intercepter les missiles de croisière dépend de diverses technologies de pointe qui visent toutes à améliorer la détection, le suivi et l'efficacité de l'engagement. La détection et le suivi sont les premières étapes du processus où plusieurs systèmes doivent coopérer. Bien que le missile échappe fréquemment à la détection en raison de sa faible visibilité radar due à sa forme profilée, le radar au sol transmet des signaux radio qui rebondissent sur les objets, permettant aux opérateurs de détecter et de localiser le missile même lorsqu'il vole à basse altitude. Grâce à leur propre système de radar et de communication haute performance, les avions de chasse créent ici un système d'alerte aérienne précoce capable de couvrir de vastes régions et d'identifier les menaces à un stade précoce, ce qui permet aux chasseurs d'avoir une connaissance vitale de la situation. La fusion des données des capteurs intervient après l'identification du missile. Il s'agit du processus qui consiste à combiner les informations provenant de ces différentes sources de capteurs pour fournir une image unique et précise de la position, de la vitesse et de la trajectoire du missile. Cette étape est essentielle car aucun capteur ne peut enregistrer à lui seul toutes les informations requises. La fusion des données améliore la précision et permet de passer à la phase suivante de l'opération. L'avion de chasse doit être dans la meilleure position possible pour engager le missile, ce qui nécessite des compétences de manœuvre sophistiquées. Afin de se placer avec succès dans la trajectoire projetée du missile, l'agilité de l'avion est cruciale dans cette situation. Heureusement, le Dassault Mirage 2000 et les F-16 ont été conçus pour être aussi rapides et agiles que possible. Grâce au système de guidage mentionné précédemment, ils sont capables d'approcher le missile sous différents angles et d'atteindre des vitesses comparables à celles du missile. Habituellement, un missile RR à guidage infrarouge ou à autodirecteur radar actif sert d'arme principale d'interception. Avec l'autodirecteur radar actif, le missile utilise son propre système radar pour localiser et verrouiller la cible, ce qui lui permet de suivre la cible de manière extrêmement indépendante, même si elle change de direction. En revanche, le guidage infrarouge utilise la signature thermique du missile pour suivre les cibles en analysant leurs émissions thermiques. Ces systèmes de guidage sont essentiels car ils garantissent que le missile reste verrouillé sur la cible qui se déplace rapidement et effectue fréquemment des manœuvres d'évasion. Les
missiles de croisière suivent de souvent une trajectoire prédéfinie qui peut être expliquée si l'on connaît l'objectif global et la source du missile. Ils ne disposent généralement pas d'algorithme de manœuvre intégré, bien que, en théorie, cela les rende plus faciles à intercepter. Les missiles ont une arme secrète. La majorité des missiles de croisière sont dotés d'une conception aérodynamique avec des surfaces de dispersion radar et des émissions de chaleur relativement faibles. Grâce à ces deux systèmes, ils sont plus difficiles à intercepter pour les missiles anti-aériens traditionnels. Ceci nous amène à la prochaine caractéristique du déploiement d'avions de chasse pour intercepter les missiles. Les ordinateurs de bord sophistiqués peuvent offrir des mises à jour constantes entre le missile et le chasseur qui le tire via des liaisons de données. Le système de ciblage de l'avion et la cible et la trajectoire prévues du missile sont synchronisés via le flux de données. Cela permet au pilote de modifier la trajectoire du missile en temps réel en utilisant les données plus complètes du capteur de l'avion. La gestion des contre-mesures électroniques, CME, qui sont des méthodes employées par les missiles adverses pour brouiller ou éviter la détection en émettant des signaux susceptibles d'interférer avec les radars et les systèmes de guidage, est une autre facette de l'interception des missiles. Afin de garantir que le système de missile reste sur la cible, malgré toute tentative intentionnelle de tromper ces systèmes de suivi, le système d'interception doit être suffisamment puissant pour surmonter ces obstacles en utilisant un traitement de signal sophistiqué et des contre-mesures. Un engagement direct par arme à feu peut être utilisé par le chasseur si la fenêtre d'engagement est extrêmement courte. Cette technique met en évidence la complexité et l'approche à plusieurs niveaux requises dans les tactiques de défense antimissile, même si elle est beaucoup moins efficace contre une cible minuscule et rapide comme un missile de croisière en raison de la précision et de la rapidité de réaction nécessaires. Mais lorsque des avions de chasse sont utilisés pour combattre des drones et des missiles, un autre élément de contre-mesures électroniques entre en jeu. L'attaque initiale peut être un stratagème visant à attirer l'avion dans des situations où les drones peuvent être guidés manuellement ou programmés pour rechercher d'autres cibles. L'attaquant cible ensuite les avions eux-mêmes avec une deuxième couche de drones et de missiles. Les avions doivent être équipés de leur propre ensemble de contre-mesures anti-missiles car cela transforme l'avion de système radar assisté en cibles actives. Malheureusement, les contre-mesures électroniques peuvent constituer une menace importante pour l'avenir de l'Ukraine et contribuer à l'utilisation croissante des Mirage 2000 comme première ligne de défense contre les attaques à longue portée. Vous voyez, les systèmes sophistiqués de radar et de surveillance embarqués des avions de chasse F-16 ont été un facteur majeur dans l'insistance de l'Ukraine à les acquérir dans le cadre des subventions de l'OTAN. Plus précisément, le pod de contre-mesures électroniques AN/ALQ-1 131 est embarqué sur les F-16 modernes, ceux qui ont été déployés pour la première fois par les pays de l'OTAN avant d'être modifiés et donnés à l'Ukraine. En termes de brouillage radar et de capacité de contre-mesure, l'AN/ALQ-1 131 est considéré comme l'un des modèles les plus fiables et les plus évolutifs. L'AN/ALQ-1 131 a été créé pour brouiller et perturber les systèmes radars ennemis en envoyant de faux signaux qui empêchent les capteurs hostiles de suivre et de cibler. En substance, le 1-131 produit un bruit que l'adversaire doit prendre en compte lors du lancement de ses frappes, produisant de faux résultats sur son radar et ses autres systèmes de ciblage. Lorsque le système est arrivé aux côtés des F-16, il a été considéré comme une avancée cruciale pour les forces aériennes ukrainiennes. Avant la chute de l'Union soviétique, les avions ukrainiens étaient conçus par l'Union soviétique et utilisaient des avions obsolètes de 3e et 4e génération. Ces avions étaient incompatibles avec les conceptions anti-radar occidentales telles que l'AN/ALQ-1 131, malgré les efforts de l'armée ukrainienne pour entretenir l'équipement. Cela signifiait que l'armée de l'air devait éliminer sans pratiquement aucune certitude les missiles et frappes à longue portée dévastateurs de la Russie lorsque le conflit en Ukraine a éclaté en 2022. Selon un rapport de Forbes, l'armée de l'air ukrainienne a radié 75 avions avant l'achat des F-16. La majorité de ces pertes ont été causées par leur incapacité à réparer les avions gravement endommagés et à les récupérer pour leurs pièces de rechange. D'autre part, l'Ukraine a pu établir ce qu'on a appelé une poche limitée de suprématie aérienne grâce aux AN/ALQ-1 131. Les F-16 qui transportaient en épode ont permis à l'Ukraine de bénéficier d'un répit bien nécessaire face aux tirs de riposte russes en utilisant les avions pour perturber les radars, les capteurs et les contre-mesures antiaériennes russes sur le champ de bataille. En conséquence, les pertes possibles d'avions en service actif ont été stabilisées, voire réduites. L'Ukraine a ainsi pu augmenter considérablement ses capacités opérationnelles en termes d'utilisation des avions pour les opérations offensives et défensives. Mais l'AN/ALQ utilise des fréquences différentes, les mêmes que celles utilisées par les Russes pour leurs propres capteurs et radars. En modifiant les fréquences de leurs capteurs
capteurs, les Russes pourraient tenter de contourner le système de brouillage et d'en réduire, voire d'en éliminer l'impact. En réponse, les services de renseignement américains et de l'OTAN imposeraient des modifications logicielles rapides pour les avions de chasse ukrainiens. Ces modifications seraient accompagnées d'une commutation continue des signaux. Tout au long de l'année 2024, aucune des deux parties n'a pu faire de progrès significatifs en raison des allers-retours incessants entre les réseaux de radars russes et les contre-mesures des avions de chasse F-16 ukrainiens. Les États-Unis, sous l'administration de l'ancien président Joe Biden, ont cherché à modifier et à développer une contre-mesure à mettre en œuvre dès que la Russie aurait fait des progrès en passant à un autre type de radar ou en modifiant les fréquences sur lesquelles elle faisait fonctionner ses systèmes de ciblage et de communication. Cependant, ce rythme ne pouvait être maintenu que tant que l'Ukraine recevait une aide cruciale des États-Unis en matière de renseignement et l'actuel président Donald Trump a temporairement suspendu ce soutien qui a rapidement été rétabli. Cela faisait partie des efforts prétendus de l'administration Trump pour mettre rapidement fin au conflit. Trump a pris la décision d'accroître la pression sur l'Ukraine, qui est sans aucun doute la partie la plus faible, en arrêtant le financement militaire après que les États-Unis ont entamé des négociations avec la Russie en Arabie Saoudite en février sans la présence de l'Ukraine. L'arrêt du partage de renseignements américains au début du mois de mars, qui comprenait la mise à jour des logiciels et des systèmes radars des F-16 pour suivre les modifications apportées par la Russie, a été précédé par cet arrêt du soutien militaire, mais a maintenant été rétabli. Les F-16 auraient en pu perdre l'un de leurs principaux avantages si cela avait été supprimé. Malgré leurs excellentes performances tout au long de la guerre, ces avions sont encore assez anciens. Tout d'abord, les F-16 sont techniquement en retard d'une génération complète par rapport aux chasseurs multirôles modernes tels que les F-35 et F-22, car leur conception originale a été créée avant 1980. Plus important encore, même si la Russie possède certains des systèmes de radar et de ciblage les plus sophistiqués au monde, elle ne les a pas utilisés de manière adéquate pendant le conflit en Ukraine. Le F-16 est beaucoup plus vulnérable aux frappes russes en l'absence de l'ALQ-1 131. Pour cette raison, il pourrait ne plus être un élément essentiel des défenses aériennes de l'Ukraine. Dans ce cas, les Mirage 2000 français sont utiles. L'avion de chasse français, qui a été construit pour suivre le rythme des avions américains en progression rapide, a été conçu à peu près à la même époque que le F-16 et utilisait une technologie quelque peu similaire à l'ALQ-1 131. L'un des derniers avions améliorés des forces aériennes françaises, le Mirage 2000 F5, est équipé d'un lanceur de leurres éclairs, d'un brouilleur sabre et d'un système d'alerte radar Serval. Dans les années 1980, cette suite de contre-mesures électroniques était à la pointe de la guerre aérienne, mais une génération plus tard, elle a commencé à prendre du retard. Néanmoins, le ministère français de la Défense était conscient de la gravité du conflit en Ukraine et de la menace constante que représentaient les missiles russes et les systèmes radars sophistiqués. C'est pourquoi le ministère français de la Défense a déclaré qu'il équiperait ses Mirage 2000 actuels de nouvelles contre-mesures avant de les transférer en Ukraine. La suite de contre-mesures intégrées MK2, principalement analogique, ou la suite de contre-mesures intégrées MK3, entièrement numériques, sont les deux améliorations potentielles les plus susceptibles d'être utilisées dans ce cas. Ces conceptions sont comparables à l'ANALQ-1 131 en termes de capacité à brouiller les radars et les systèmes de ciblage adverses. Les deux constitueraient une avancée par rapport à la technologie utilisée par les Mirage dans les années 1980. Plus important encore, cependant, les services militaires et de renseignement français préservent et améliorent activement ces deux concepts. Grâce à cela, ils ont la capacité de remplacer totalement le système américain. L'Ukraine est susceptible de réduire son utilisation des F-16 au profit des Mirage 2000, car les brouilleurs de radar sont fixés sur leurs appareils respectifs. L'Ukraine pourrait également alterner entre les deux modèles ou les combiner sur différentes fréquences. C'est peut-être en raison de cette seconde possibilité que l'Ukraine a déployé à la fois des F-16 et des Mirage 2000 lors de la dernière frappe. L'armée de l'air ukrainienne a beaucoup plus de chances d'influencer réellement les systèmes de ciblage et les capteurs russes en utilisant les deux types de radars. Il existe encore une autre alternative à envisager, même si les Russes parviennent à éviter l'une d'entre elles. La complexité opérationnelle de l'armée russe s'en trouve accrue et elle doit devenir beaucoup plus flexible pour répondre au développement en temps réel. Nous avons déjà vu comment cela s'est passé pour la Russie. L'échec de la Russie à établir une suprématie aérienne totale sur l'Ukraine et l'échec final de l'invasion initiale de Kiev dans les premiers mois de la guerre peuvent être attribués en partie à leur manque de flexibilité et de volonté de mettre en œuvre des tactiques plus créatives. Mais
mis à part son arsenal de contre-mesures, comment le Mirage 2000 se compare-t-il au F-16 ? Là, bien qu'il s'agisse de chasseurs monomoteurs polyvalents, le F-16 Fighting Falcon et le Mirage 2000 ont des philosophies de fonctionnement différentes, avec une avionique de pointe, un radar AESA et un APG-83 pour les versions les plus récentes, et la capacité d'intégrer des armes modernes telles que l'AIM-1 AMRAAM et des missiles à guidage de précision, le F-16 est devenu un avion très polyvalent. Ses commandes de vol électrique, son excellente maniabilité et son rapport poussée-poids élevé lui permettent de se livrer à des combats aériens intenses. Le plus récent F-16-5, Block 70-72, est l'un des chasseurs de 4e génération les plus avancés sur le plan technologique, avec un cockpit plus ergonomique, des capacités de liaison de données avancées, une fonction de brouillage des données et des systèmes de guerre électronique perfectionnés. Le Mirage 2000 privilégie les performances à haute vitesse et les taux de montée rapides par rapport à la furtivité en conservant la conception en aile delta de l'original, l'avionique mise à jour, le radar RD-8 qui a la capacité à engager plusieurs cibles et les capacités d'armement actuelles telles que les missiles infrarouges et guidés par radar Mica rendent le Mirage 2005 et le Mirage 2009 toujours pertinents, même si les anciennes versions ont été progressivement retirées. Cependant, le Mirage 2000 ne dispose pas de la vectorisation de poussée du F-16. Il compense cela par une plus petite surface équivalente radar et des capacités d'interception à grande vitesse. Comparé aux modèles les plus récents du F-16, il est légèrement moins polyvalent dans les combats contemporains en raison de suites de guerre électroniques plus anciennes et de l'absence de canons internes sur certaines variantes. De nouvelles technologies de contre-mesure auraient pu résoudre ce problème, mais leur application dans les conflits contemporains a été jusqu'à présent limitée et n'a pas encore été validée. Avec ses capteurs, son radar et ses capacités de guerre électronique plus puissants, le F-16 a l'avantage de pouvoir s'adapter. En raison de son utilisation intensive et de ses améliorations continues, le F-16 a également l'avantage de pouvoir être intégré dans les forces aériennes contemporaines de l'OTAN et des alliés. Le Mirage 2000 offre moins de possibilités de mise à niveau, une charge d'armement plus faible et est davantage spécialisé dans la supériorité aérienne et l'interception à grande vitesse. Mais les capacités mêmes qui ont rendu l'avion si efficace pour l'Ukraine sont la supériorité aérienne et l'interception, en partie en raison d'un manque de forces aériennes adéquates pour pénétrer les défenses anti-aériennes fournies par l'OTAN. La Russie a tenté sans succès d'établir sa supériorité aérienne sur l'Ukraine au cours des 3 dernières années. Les capacités de défense de l'Ukraine ont été encore renforcées par les premières livraisons de F-16 et l'OTAN continue d'utiliser des F-16 et leurs dérivés plus sophistiqués dans de nombreux pays en dehors des États-Unis, même si leurs systèmes radars ne sont pas mis à jour aussi fréquemment. Cela implique que les agences de renseignement de l'OTAN, qui fournissent une assistance directe à l'armée ukrainienne, peuvent soutenir activement 2 systèmes distincts d'alerte aérienne précoce et de contre-mesures. Avec l'accent mis par les Mirage 2000 sur l'établissement d'une domination aérienne, cette adaptabilité accrue pourrait donner à l'Ukraine le temps nécessaire pour résister aux frappes russes, et le temps, et c'est peut-être ce dont l'Ukraine a le plus besoin. L'Ukraine et l'OTAN pourraient en suivre plusieurs voies possibles à mesure que le soutien américain évolue. D'autres pays de l'OTAN ont commencé à chercher des alternatives dès que Trump a annoncé que le soutien serait suspendu. Les États-Unis représentaient entre un tiers et la moitié de l'ensemble de l'aide militaire et économique annuelle à l'Ukraine. Pour égaler les niveaux de dons passés, les pays de l'OTAN devraient augmenter leur production de 50 à 100%, ce qui n'est pas envisageable pour de nombreux membres qui n'atteignent pas actuellement leurs propres objectifs de défense nationale. Plus important encore, les États-Unis jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement de l'Ukraine en armes et en renseignements, 2 domaines dans lesquels l'OTAN a été nettement moins active ces dernières années. En raison de la position ambiguë des États-Unis, l'Ukraine devra démontrer qu'elle peut se défendre avec les seules armes qui lui ont déjà été fournies et toute stratégie que les autres membres de l'OTAN pourraient proposer. Cet argument pourrait inciter Trump à renoncer à son soutien à la Russie s'il se poursuit dans les mois à venir. Estimant que la Russie avait de meilleures chances de gagner la guerre seule, il s'est rapidement rangé du côté de Poutine malgré son intention déclarée de mettre fin au conflit. Les accords que Trump a tenté de conclure avec Zelensky et que ce dernier a rejeté le prouvent. L'Ukraine et la Russie ne seront pas disposés à accepter un accord de paix négocié par les États-Unis si l'Ukraine démontre sa capacité à prolonger le conflit. Étant donné que la Russie est l'agresseur depuis plus de 3 ans, l'OTAN pourrait alors commencer à explorer des moyens plus extrêmes pour aider à mettre fin au conflit, comme l'envoi de ses propres troupes de maintien de la paix pour imposer un cessez-le-feu qui soit avantageux pour les 2 parties sur le plan militaire, mais pas sur le plan géopolitique. Cependant, qu'en pensez-vous ? La France et le reste de l'Europe seraient-elles en mesure de soutenir l'Ukraine dans la même mesure que les États-Unis l'ont fait par le passé ? Merci de votre attention et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.